IDFM 98 de la Monde FM, bienvenue sur cette antenne, dans cet au-delà du miroir. Ce soir où nous allons parler du centenaire de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, avec Joharsi Ahmed, qui est psychanalyste, elle est aussi docteur en psychologie, hypnothérapeute ericksonienne. Elle a eu un master en PNL, elle est praticienne du travail, j'ai pas noté la fin, on va lui dire bonjour, Joharsi Ahmed. Bonjour. Praticienne de la respiration holotropique, du travail de respiration holotropique. J'avais oublié la fin de la phrase. Je suis contente de vous retrouver sur cette antenne où vous étiez déjà venu pour le livre Développer son intuition, même quand on a l'esprit fermé. Vous étiez venu aussi avec Gérard Leroy-Terqueine pour les processus de guérison. Vous avez écrit pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles. Comment penser le paranormal, ça s'est épuisé. Expérience autour d'un miroir avec Evelyne Sarah Mercier et parapsychologie et psychanalyse. Là, vous êtes plutôt là pour nous parler de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, qui se trouve à Paris. C'est le seul endroit un peu comme ça en France, je crois. Oui, c'est le seul endroit et c'est aussi le plus ancien. C'est-à-dire que l'Institut Métapsychique, c'est pour ça que nous fêtons son centenaire, a été fondé en 1919, au lendemain de la guerre, par nombre de personnes, mais par 3 personnages principaux, qui étaient le professeur Santo Liquido, qui était conseiller d'État en Italie et qui appartenait aussi à la Croix-Rouge, à la Société des Nations, représentant de la Croix-Rouge à la Société des Nations, le docteur Gustave Gelé, médecin généraliste intéressé aussi par les phénomènes paranormaux, ce qu'on appellera les phénomènes paranormaux, et grâce au subside d'un négociant, un très riche négociant en vin qui s'appelait Jean Meyer, et qui a donc consacré une large partie de sa fortune à fonder cet institut et à faire en sorte que cet institut vive. Alors Jean Meyer, il était négociant en vin, ça veut dire que il aimait bien la dive bouteille. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se prenne C'est-à-dire, il aimait la bouteille, il aimait sûrement les spirits, puisque en anglais, esprit, même en français d'ailleurs, les spiritueux et l'esprit. Donc, il aimait beaucoup la bouteille, évidemment, mais je pense qu'il était surtout un très grand commerçant de vin. Mais il s'intéressait effectivement, vous avez raison aussi, à ce qu'on appelait à l'époque le spiritisme. Et donc, mais il s'intéressait à la fois au versant scientifique de l'étude du spiritisme et au versant pratique du spiritisme. Donc, il a fondé en même temps l'Institut Métapsychique et une société dite spirit pour que les gens puissent pratiquer le spiritisme. Il avait bien une notion qu'il fallait séparer ce qu'il en était de l'étude scientifique des phénomènes, quitte à pouvoir peut-être un jour démontrer que les esprits existent. C'était peut-être son fantasme en arrière-plan. Et il a aussi financé en même temps une société d'études de pratique plutôt spirit. Donc, dès l'origine, il y a eu comme ça deux versants qui ont fonctionné pendant des années, qui ont très bien fonctionné pendant des années, jusqu'à la mort de Meyer, dans les années 30. Il n'y avait pas Flammarion aussi à une époque? C'est pas chez Flammarion, Camille Flammarion? Alors justement, donc oui. Autour de ces 3 personnages, Santo Liquido, Gelé et Jean Meyer, qui étaient le noyau fondateur de l'Institut Métapsychique International en 1919, il y avait ont participé à cette création. En arrière-plan, le professeur Charles Richer, prix Nobel de médecine pour sa découverte sur le choc anaphylactique. Donc, c'était un personnage important. Il y avait Camille Flammarion, le célèbre astronome. Et il y avait aussi d'autres personnages, beaucoup de médecins d'ailleurs à l'époque, beaucoup de médecins faisaient partie de ce comité directeur qui s'est étoffé au fil des années. Donc, c'était vraiment l'intérêt à la fois pour l'extraordinaire des phénomènes paranormaux que Richer avait appelé métapsychique, mais aussi pour le côté rigoureux de la chose. C'est-à-dire, c'est ce que représente d'ailleurs l'Institut Métapsychique, c'est l'étude rigoureuse de ces phénomènes. Oui. Alors, est-ce que le négociant Jean Meyer, son site, enfin son endroit de spiritisme existe encore? Il s'est transformé au fil des années. Il a pris plusieurs noms que je ne saurais pas vous citer d'ailleurs ici, mais il continue à exister dans une association qu'on appelle l'USFIPES, qui a d'ailleurs fêté aujourd'hui son centenaire pratiquement en même temps que l'IMI, puisque c'est la sœur jumelle de l'IMI. Oui, c'était il y a un mois à peu près. Voilà, il y a un mois. Alors, le nouveau directeur, c'est toujours Mario Varioglis? Alors, Mario Varioglis, c'est président de l'IMI, donc il fait partie, lui, moi et quelques autres personnes,
de l'équipe qui a repris l'Institut métapsychique en 1998. Jusque-là, il y a eu beaucoup d'équipes qui sont passées, beaucoup d'équipes qui ont, beaucoup de comités directeurs plutôt qui ont mené cette IMI, qui ont tenu cette IMI parfois à bout de bras. Et la nouvelle équipe est là depuis 1998. Et Mario Varvoglis est président. Et il y a eu quelques directeurs, mais pas beaucoup de directeurs. Elle est située où ? Alors aujourd'hui, elle est située au 51 rue de l'Aqueduc, dans le 10e arrondissement. Et on peut aller sur le site qui est www.metapsychique.org pour trouver toutes les informations. C'est un centre d'enseignement, de conférences, de recherche, en même temps de passage de tests, etc. Passage de test. Oui. C'est quoi un passage de test ? Alors c'est peut-être pas la bonne expression, c'est-à-dire c'est un endroit où on peut aussi venir participer à des expériences de recherche sur les phénomènes paranormaux. Un peu, il y a un côté laboratoire aussi dans l'Institut métapsychique. Donc il faut avoir des prédispositions. Comment ça se passe ? Non. Quand on fait quelques expériences comme celles qui se sont déroulées par exemple l'an dernier, on fait appel à des personnes qui veulent bien venir participer à cette expérience. Donc des gens, parmi eux, il y a des gens qui ont eu des phénomènes paranormaux dans leur vie, des phénomènes télépathiques ou prémonitoires ou autres. Puis il y en a qui ont eu peu ou voire pas, disent-ils, de phénomènes paranormaux et qui ont participé à l'expérience. Alors c'était quoi cette expérience l'an dernier ? Alors l'expérience, c'était l'expérience de ce qu'on a appelé Sherfield, c'est-à-dire c'était une expérience qui a eu deux temps d'ailleurs dans cette expérience. La première, c'était de faire en sorte de faire travailler par binôme des personnes. Donc il y en avait une qui pouvait envoyer une cible, enfin je ne vous décris pas le protocole en détail, mais un protocole très très rigoureux, une personne qui dans une pièce devait envoyer une cible à une autre personne qui devait la trouver ensuite parmi un échantillon de cibles proposées. Donc ça a été une expérience qui a été très avec des réussites intéressantes. D'autres expériences plus simples avec du matériel qui se trouve à l'IMI peuvent être menées. Donc intéressant, cette IMI. Alors là, on va plutôt parler de ce centenaire. Il y a plusieurs événements qui sont prévus. Donc le centenaire, donc l'IMI fête son centenaire en fait en avril, puisqu'il a été fondé et reconnu d'utilité publique en avril 1919. Donc nous fêtons son centenaire de la façon suivante. Il y a 3 grands événements. Le premier, donc, c'est la journée francophone, même si elle arrive en dernier, c'est la journée francophone qui aura lieu le 7 juillet, parmi lesquels interviendront la majeure partie du comité directeur, nous tous, moi, Mario, Varvoglis, Paul Rabéron et un certain nombre d'autres, Jean-Pierre Ospar, Bertrand Meust, qui interviendront ce jour-là, et d'autres. Et il y a aussi, ça c'est un événement important, on va parler de la conscience et des liens entre la conscience et l'environnement. Il y a et aussi 3 journées. On reste déjà sur la conscience augmentée du 7 juillet. Donc c'est en français, c'est ouvert à tout public et c'est de 9h à 18h, rue Cabanis à Paris. C'est ça. Donc tous les événements des deux événements, c'est-à-dire le congrès en anglais et la journée en français auront lieu au FIAP, au foyer international qui a lieu rue Cabanis, au métro Glacière. Et la journée francophone débutera, je pense, plutôt vers 8h30 parce qu'il y a c'est un programme très intense et se terminera vers 18-19h. La journée francophone. Donc on peut s'inscrire directement sur le site de l'IMI. On trouve l'intitulé, c'est la conscience augmentée, et on peut s'inscrire directement et en payant directement. Pour le 7 juillet. Pour le 7 juillet. C'est la journée francophone. Un rétrospectif sur 100 ans de métapsychique, psy et psychanalyse, les expériences exceptionnelles, un atelier médiumnité et art, le rejet irrationnel de l'exceptionnel, théorie contemporaine des phénomènes psy, atelier de précognition, l'expérience hors du corps, le psy et le vivant, avec il y aura Didier Van Kovler, comment on dit Didier Van Kovlert. Voilà, qui présentera. Effectivement. Il y aura Nicolas Fraisse, oui. Sylvie Détiolas et Claude Charles Fourier. Et vous-même. Et moi-même, et Paul-Louis Rabéron, Thomas Rabéron, Mario Varvoglis, effectivement, qui fera l'ouverture avec Renaud Évrard pour parler de 100 ans de métapsychique, donc un survol de tout ce qui s'est passé au cours de ces 100 années autour de la métapsychique en France, et ailleurs, un petit peu ailleurs, mais beaucoup en France. Et puis, des ateliers un peu pratiques, tester la télékinèse, le psy et le vivant, c'est Didier Van Kovlert qui va en parler. Peter Bansel. Une expérience collective de remote viewing, c'est-à-dire de vision à distance. Évidemment, ça va être des ateliers
assez courts, mais qui vont donner quand même une idée, à travers une expérience, une idée de ce que c'est que d'être testé de ce point de vue-là en métapsychique. La salle est grande ? Oui, les salles sont grandes, et puis il y a des petites salles, je pense qu'il y a des couloirs et des petites salles où on peut aller. Oui, je pense que l'organisation va se faire sans problème. Donc il y aura aussi Peter Bancel qui a travaillé... Peter Bancel, qui est physicien, qui a travaillé sur le Global Consciousness Project. Il y aura plein de personnes. J'ai peut-être oublié Jean-Pierre Rospard, qui travaille sur la conscience. Renaud Évrard. François Nedam. François Nedam, il est psychologue, mais il est aussi président de l'association des amis de l'IMI, de l'AIMI. Donc, qui est l'organisme associé à l'IMI, qui organise les conférences, qui organise les ateliers toute l'année. Tout au long de l'année, on peut trouver tout cela sur le site de l'IMI. Pascal Pic est invité il va faire une intervention avec Bertrand Meeus sur l'art médiumnique et la métapsychique. Et une autre femme que vous, Florence Leray, qui est rédactrice en chef de Métapsychique, la revue de l'IMI. Oui. Deux femmes sur la quantité d'hommes. Trois femmes. Trois, ouais. Sylvie Détiolas, oui, c'est vrai. Voilà, moi-même. Donc, justement, à cette occasion, il y aura aussi la parution du numéro 2 du bulletin métapsychique, dans lequel nous avons tous écrit un petit peu des articles, les uns et les autres nous sommes intervenus, pour parler autour des 100 ans de la métapsychique. Alors, par exemple, moi, autour de la parapsychologie clinique, autour de la clinique de la parapsychologie, d'autres autour de l'historique des 100 ans. Enfin, c'est vraiment un numéro très riche qui va sortir en même temps, qui va être disponible, j'espère, en même temps que cette journée francophone. Alors ça, c'est la journée francophone. Par contre, il y a 3 jours en anglais pour les anglos. Comment on dit les anglos? Les anglophones, les anglos, oui, j'allais dire anglophones. Les anglophones. Non, les anglophones. Alors ça, c'est donc 3 jours en anglais. Alors ces 3 journées c'est pas la première fois que nous organisons à Paris ce qu'on appelle la convention du PA, de la Parapsychological Association, qui est comme son nom l'indique, une association internationale vouée à l'étude des phénomènes paranormaux, et qui est vraiment une association reconnue même par l'association américaine pour l'avancement de la science. Elle en fait partie depuis 1969, ce qui lui donne quand même un statut très important. Eh bien, cette association organise une convention, un congrès, tous les ans, depuis donc 1950, je crois, lors de sa création, ou 56, lors de sa création. Et tous les ans, c'est dans une ville différente, en Europe, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou dans une ville d'un pays du monde. À Paris, c'est la 3e fois que cette association vient tenir son congrès annuel. C'est le 62e congrès de cette association. La première fois, ça a été en 2002, ici, organisé par Mario d'ailleurs. La 2e fois, ça a été en 2010. Et la 3e fois, c'est en 2019 que cette association vient. Donc, ce colloque, c'est une sorte de, comment dirais-je, je dirais pas de synthèse, mais de présentation de l'état d'avancement des travaux. Oui, ils appellent ça un congrès. Voilà, autour de la parapsychologie de plusieurs points de vue, d'un point de vue statistique, d'un point de vue clinique, d'un point de vue de méta-analyse, d'un point de vue physique. Donc, ce sont les chercheurs du monde entier qui viennent soumettre leurs recherches et les présenter lors de ces 3 journées. Le seul hic, comme vous le dites si bien, c'est que c'est en anglais. Donc, il faut être un petit peu au fait quand même de la langue anglaise pour pouvoir suivre. Et on peut s'y inscrire. Hein. Oui, on peut s'y inscrire et il y a le programme qui est sur le site. La troisième chose, c'est une exposition. Voilà. La troisième chose, c'est une exposition. Donc, cette exposition aura lieu à la galerie Art Absolument, dans le 13e. Rue Louis Vesse. Voilà. Donc, pour la première fois peut-être depuis toujours, mais je pense depuis toujours, pour la première fois, l'IMI expose un certain nombre de choses qui n'ont jamais été exposées de cette façon. Ça a été vu en petit comité ou pour des petites expositions, mais l'IMI prête un certain nombre d'objets qui sont des objets qui ont été produits dans des conditions spécifiques. Les premiers objets, ce sont ce qu'on appelle les moulages de l'IMI. Les moulages de l'IMI sont une des énigmes vraiment de l'IMI. C'est des moulages qui ont été produits par
par et à travers un médium qui s'appelait Kluski, Franek Kluski, polonais, et qui, en état de transe, pouvait demander à un esprit, entre guillemets, de venir plonger la main dans un bac de paraffine qui flottait à la surface d'une eau chaude. Et cette main plongeant constituait ensuite une sorte de gant dans lequel on faisait couler du plâtre et ça donnait des mains très particulières, des mains avec des doigts qui sont dans des positions un peu bizarres, et aussi des mains d'adultes, mais réduites d'un quart ou d'un tiers par rapport à la main réelle. Donc c'est vraiment une énigme de cette période, et c'était des moulages qui ont été produits dans les années 20, avec justement le premier directeur de l'IMI qui s'appelait Gustave Gelée. Gustave Gelée qui a été directeur de la création de l'IMI de 1919 jusqu'à 1924, où il est mort dans un tragique accident d'avion en revenant justement de Pologne, où il avait il avait assisté de nouveau à la production de moulage. Donc, c'est des mains en plâtre, alors c'est des plâtres. Maintenant, c'est des plâtres. Ouais. C'est-à-dire, au départ, c'est un moulage de paraffine, et après, ce sont des plâtres. Alors, cette exposition exceptionnelle s'appelle L'au-delà incarné, médiumnité, art et métapsychie, qui aura un cahier, non? Oui, alors parce que le deuxième, il y a une autre chose qui sera exposée, c'est pour ça qu'on appelle art et médiumnité. Il y aura des dessins et des peintures d'un peintre médiumnique qui s'appelle Fernand Desmoulins, sur lequel j'ai un peu travaillé. Ce Fernand Desmoulins était dans les années 1800 et quelques, 1900, il était un graveur officiel, ami de Zola. Donc c'était quelqu'un qui avait une formation académique et qui faisait des choses techniquement très, très, très bien, mais sans plus. Enfin, il n'y avait pas de création un peu élevée. Et en 1900, il faut dire aussi que c'était comme l'époque du spiritisme, il y avait des salons où on faisait tourner des tables. Et en 1900, il était invité à une soirée chez une dame qui s'appelait la femme de monsieur Catulle Mendel, qui invitait un certain nombre de personnes, dont Fernand Desmoulins, pour assister à une séance de table tournante. Et il s'est passé des choses qui l'ont tellement bouleversé, probablement qu'il était prêt à être bouleversé. Après, j'ai compris un petit peu les raisons pour lesquelles il était bouleversé. En rentrant chez lui, il a dit « je vais m'essayer à l'écriture automatique ». Donc, il a pris son crayon, puis son pinceau, et puis s'est mis à laisser sa main. Et il a eu la surprise de se réaliser que sa main, elle pouvait courir toute seule sur du papier. Et au début, les formes ça donnait pas grand-chose. Et puis, petit à petit, ont émergé des formes absolument extraordinaires et des dessins médiumniques tout à fait remarquables qu'on pourra voir, une partie dans cette exposition. Oui, il y a aussi le photographe Augustin Lesage. Alors il y a aussi Augustin Lesage qui aussi, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est il était mineur de son état et vers la fin de sa adolescence, enfin quand il était déjà adulte, il entend une voix au fond de la mine qui lui dit un jour tu seras peintre. Évidemment, il a cru qu'il entendait une voix derrière lui. Et puis, il continue son petit travail de mineur. Et puis, 2 jours ou 3 jours après, il réentend la même voix qui dit « Un jour, tu seras peintre ». Et comme encore une fois, c'était dans l'époque des tables tournantes, il en parle à un ami qui l'emmène participer à une table tournante. Et autour des tables tournantes, ce qu'ils appelaient l'esprit lui dit « Va acheter à tel endroit, va acheter une toile de telle taille, acheter des pinceaux et tu vas te mettre à peindre ». Et effectivement, il s'est mis à peindre à partir de ce moment-là. Des tableaux qui ont été après reconnus comme faisant partie de ce qu'on appelle l'art brut. Et il a même été testé, c'est-à-dire il a peint devant le comité de l'IMI, devant le deuxième directeur de l'IMI qui s'appelait Eugène Osty. Il a peint devant lui ces énormes toiles qui sont symétriques de façon extraordinaire. Et quand on a le nez dessus, on ne voit que des détails. Et quand on recule, on voit un ensemble absolument parfait. Oui, alors là, c'est des peintres. Il y aura aussi des photographies spirites. Il y aura aussi des photographies spirites, c'est-à-dire des photographies qui ont été prises pendant que des personnes entrées en transe avaient des phénomènes qu'on appelait les ectoplasmes, avec des matières un peu blanchâtres qui sortaient de la bouche ou d'autres orifices des personnes du médium en transe et qui pouvaient prendre la forme de personnages, de mains, de pieds ou même de figures de personnes
décédés. Voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale pour réfléchir à tout ça et on reviendra sur ce sujet juste après la pause. Voilà, c'est des heures creuses au pluriel de Pauline Croze sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, et on poursuit cet au-delà du miroir, toujours avec Joarcy Ahmed. Nous en étions aux photos médiumniques qui étaient prises par des spirites. Alors, moi j'en ai vu quelques-unes, c'était fait en argentique à l'époque. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, à notre époque... avec les nouvelles technologies, il y a aussi des photos qui sont prises, mais ça donne pas exactement ces photos de l'époque, ces ectoplasmes. Non, ça donne pas. D'ailleurs, c'est une grande énigme là aussi, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, les grands médiums ont, alors je dirais pas ont disparu, mais en tout cas ils étaient plus sur le devant de la scène. Autant entre les années 20 et les années 35. Et même avant déjà les années 20, on avait des grands médiums producteurs de ces phénomènes comme les moulages ectoplasmiques, comme les ectoplasmes, mais après la guerre, je m'en explique d'ailleurs dans mon article qui va apparaître dans le bulletin métapsychique dont je parlais tout à l'heure. Après la guerre, il y a un changement et pour des tas de raisons, des raisons qui tiennent à la guerre, qui tiennent à l'évolution, qui tiennent à un changement aussi dans la technologie, enfin, qui font que finalement, on n'a plus ces grands médiums que l'on avait avant. Et aujourd'hui, on a plusieurs phénomènes paranormaux qui apparaissent un peu partout, mais on n'a pas des sujets qui arrivent avec une capacité extraordinaire comme à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Ça veut dire qu'on les voit moins sur le devant de la scène. Donc, et l'autre point pour répondre à votre question, c'est qu'effectivement aujourd'hui, avec les technologies actuelles, les smartphones, je sais pas quoi, les téléphones en tout cas, les portables, les gens téléphonent beaucoup, mais aussi photographient beaucoup. Donc, les gens photographient plus qu'ils ne regardent. Hein, on a souvent des gens qui photographient d'abord, et on a comme ça des personnes qui envoient des photos en disant voilà, je vois quelque chose qui est apparu là, mais là, il faut vraiment créer une espèce de département qui va faire le départ entre des artefacts et des apparitions d'images qui n'auraient pas dû apparaître sur la photo. Oui, les orbes, les choses comme ça. Voilà, les orbes, des points un peu bizarres, etc. Donc, souvent, on essaie de les confier à des photographes qui savent bien faire la différence entre les choses. Donc voilà, on en est là. Il y a beaucoup de vidéos aussi. Beaucoup de vidéos aussi. Alors c'est vrai qu'on peut tricher, on peut se mettre des fakes. Mais parfois on triche pas. Simplement, il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène de pareidolie, c'est-à-dire que quand on regarde quelque chose, je regarde la tache sur le mur en face de moi, je peux y voir, si j'entre dans un certain état, je peux y voir des formes et des personnages. Donc on peut aussi, on a tous fait ça, on peut voir dans les nuages des formes et des personnages, on peut voir apparaître quelque chose qui peut-être dans l'instant va me sembler être la tête de, je sais pas, du général de Gaulle ou du Christ, ou parce que peut-être je suis préoccupée à ce moment-là par ces personnages. Donc il faut faire la part entre ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes normaux que notre œil et notre cerveau interprètent, et des phénomènes qui demanderaient une étude plutôt parapsychologique ou métapsychique. Donc tout cet au-delà incarné en exposition à la galerie Art, absolument 11 rue Louise Weiss, avec un W dans le 13e, c'est du 2 juillet au 3 août. Du 2 juillet au 3 août. Donc on a le temps. Hein. Vous avez le temps, le vernissage a lieu le 2, et après elle est ouverte le 2 juillet, et après l'expo est ouverte, c'est ça. Tous les jours, sauf peut-être le lundi, enfin je sais pas, vous chercherez. Oui, absolument, on peut trouver ça sur Internet. Aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. Alors, les personnes qui vont venir à ce centenaire du paranormal, c'est quel genre de personnes? C'est les gens qui s'y intéressent finalement. On a dit que c'était ouvert à tout public, c'est-à-dire il fallait pas être spécialiste en parapsychologie ou en métapsychique pour venir écouter. C'est ouvert à tout le monde. Évidemment, souvent dans ce genre de congrès vont venir des gens qui pensent que ces phénomènes-là existent a priori, au moins comme hypothèse de travail déjà. Hein. Donc il y a aussi les gens pour lesquels des phénomènes de ce type sont. Quand je parle de phénomènes paranormaux, je parle de télépathie, de prémonition, etc. Il y a des gens qui viennent parce qu'aussi ils ont eu des expériences et
ça les intéresse de savoir qu'on peut en parler d'un point de vue clinique, scientifique, etc. Qui sont pas tout seuls. Qui sont pas tous seuls, exactement. D'ailleurs, à l'IMI, il y a ce qu'on appelle un groupe de parole qui permet de recevoir les personnes qui ont eu des expériences et qui se disent, est-ce que d'autres personnes que moi ont eu des expériences? Moi, par exemple, mon intervention, elle va porter sur les expériences exceptionnelles ou la parapsychologie clinique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut recevoir des personnes qui ont eu des phénomènes paranormaux et qui sont débordées par ces phénomènes paranormaux. À côté de personnes qui ont des phénomènes et qui les intègrent dans le courant de leur vie et qui même trouvent ça comme un clin d'œil chouette de la vie, d'avoir eu un phénomène, d'autres personnes qui ont ce type de phénomène ne peuvent plus les intégrer. C'est comme une espèce de déflagration ou de trauma. Et donc, ils ont besoin d'une écoute spécifique de personnes qui soient à la fois psy-PSI, PSY et psy-PSI. C'est-à-dire qu'ils soient capables d'écouter aussi, de ne pas les prendre pour des fous qu'il faut envoyer tout de suite en hôpital psychiatrique. Oui, alors il y a tout un phénomène, là, je fais quelques émissions en ufologie, de gens qui se disent abductés, vous voyez ce que c'est? Oui, bien sûr. Est-ce que vous en avez qui viennent vous voir? Moi, j'en ai pas. J'ai vu une personne il y a très longtemps, mais je n'ai pas ce type de personne dans ma clientèle, ni à l'IMI. Je pense qu'ils s'adressent plutôt. Je pense que ces personnes s'adressent plutôt au centre d'ufologie, aux personnes qui s'intéressent à l'ufologie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on les voit pas, mais ils bénéficieraient de la même approche. C'est-à-dire d'une écoute. Ça serait intéressant qu'ils viennent chez vous, parce qu'il y a vraiment, vous dites que le paranormal, nous n'y croyons pas, mais nous l'étudions. Donc ça serait quand même bien pour les personnes qui écoutent là. Oui. Peut-être d'aller dans cette association dont j'ai oublié le nom, mais peut-être aussi d'aller à l'IMI, parce que l'IMI c'est quand même, c'est sérieux, c'est bien encadré. Tout à fait. Oui. Ça serait intéressant, parce que c'est un phénomène assez fort au Canada, aux États-Unis, mais qui commence à arriver en France aussi. Oui. Oui, donc c'est effectivement toute personne qui a une expérience aux limites ou qui dépasse les limites, qui les déborde, qui fait comme l'image que j'aime bien donner, c'est comme si on était dans une maison, on est tranquille, les fenêtres sont fermées, les portes sont fermées, tout va très bien, on est dans son cocon habituel, et puis tout à coup, quelque chose se passe qui fait sauter les murs, sauter les vitres, et tout se mélange et on ne sait plus où on en est, son expérience personnelle, une expérience dite paranormale ou d'abduction, et on ne sait plus où on en est. Donc l'idée, c'est d'arriver à remettre un peu d'ordre là-dedans et à remettre un peu de limite là-dedans et à redonner du sens à ce qui arrive. Parce que le plus important pour évoluer, c'est de trouver le sens. Pourquoi ça m'arrive à moi à tel moment de ma vie? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit de moi aussi? Si ça m'arrive au moment où je sais pas, je croyais être tranquille, il m'arrive ce type d'expérience. Donc c'est très important, la quête du sens, et accompagner les gens sur la quête du sens et trouver le sens de ces phénomènes dans leur histoire pour pouvoir les intégrer dans le parcours de vie. C'est là le but de ces approches thérapeutiques. Donc des expériences de mort imminente aussi? Bien sûr, les expériences de mort imminente, évidemment, c'est du même ordre. Alors comment on fait? On contacte l'IMI, on vous contacte vous? Bien, on peut contacter l'IMI. Il y a sur la page d'accueil de l'IMI, il y a le service d'études cliniques, c'est le service de, j'ai plus le nom là en tête d'ailleurs. Dans les contacts. Voilà. Oui, dans les contacts, vous avez un téléphone, c'est un téléphone fax. Sur la page d'accueil, il y a comment dirais-je, la référence sur cette écoute, sur cette consultation d'écoute spécifique. Hein. Donc, on peut cliquer là-dessus sur la page d'accueil. Alors, uniquement les lundis, les mardis, les vendredis de 10h30 à 15h, parce qu'en ce moment, ils ne sont pas en mesure d'assurer une permanence téléphonique étendue. Mais il y a aussi un mail métapsychique tout attaché @gmail.com et un téléphone fax, le 01 46 07 23 85. Et si on vous veut, vous particulièrement, Johar Siamen. Ben, si on me veut moi ou quelqu'un d'autre de l'IMI, notamment des psys de l'IMI, il y a, en tapant sur notre nom, hein, il y a comité directeur, et nous y sommes tous. Il suffit de cliquer sur notre nom. Il y a une adresse mail personnelle qui envoie le mail chez chacune des personnes choisies. Alors, vous avez une belle bibliothèque aussi là-bas? Oui, il y a une très belle bibliothèque d'à peu près 3000 ouvrages. Donc des livres anciens, des livres de tous les gens qui ont traversé l'IMI, de tous les présidents et directeurs de l'IMI, et puis de tous les uns et les autres, et puis aujourd'hui de nous tous.
une bibliothèque très très importante que l'on peut consulter, mais sur rendez-vous. D'accord. Car nous sommes tous bénévoles et donc il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse assurer une présence. Il y a aussi une photothèque. Il y a aussi une photothèque. Alors la photothèque, depuis quelque temps, pour pouvoir accéder à cette photothèque, il faut contacter Yves Bosson de l'agence Martienne qui lui maintenant centralise tout ce qu'il en est, notamment des photos spirites dont on parlait tout à l'heure, ou des photos de Le Sage, ou des photos des Moulins. Donc tout ce qui concerne la photothèque est géré par Yves Bosson pour l'IMI. Et donc on va sur son site et puis si on a besoin par exemple d'une photo pour illustrer un ouvrage qui concerne une photo qui appartient aux archives de l'IMI, on passe par Yves Bosson, ça s'appelle l'agence Martienne, il a un site et on s'entend avec lui, je ne sais plus trop. Il y a un contrat qui est passé avec la personne qui demande de cela. Ok, donc quand même une grosse... il y a aussi des conférences, des congrès, donc une revue. La revue, on peut s'abonner. Alors il y a l'IMI et l'EMI, A-I-M-I. C'est quoi l'EMI, A-I-M-I? Alors IMI, c'est l'Institut Métapsychique, c'est la fondation. Donc la fondation, elle fonctionne avec un comité directeur d'une quinzaine, nous sommes à peu près, je crois, une quinzaine de personnes maintenant. L'AIMI, on va dire que c'est une association des amis de l'IMI qui est l'interface entre la fondation et le public. C'est-à-dire c'est elle qui organise les conférences, qui cherche les conférenciers, qui entre en relation avec les gens qui doivent venir faire des conférences et pas seulement. C'est eux qui tout un travail. Et le président de l'AIMI, c'est François Nedam, qui d'ailleurs va intervenir aussi à la journée francophone. Alors, elle vit de quoi c'est une association, un institut. Elle vit de quoi cet institut? Alors, l'institut vit de ses rentes. Non, il n'y a pas de rente, mais l'institut vit de ce qu'il a acquis au fil des années. Mais il n'y a pas de rentrée particulière puisque c'est une fondation reconnue d'utilité publique, donc l'institut n'a pas d'adhérents. Il a encore une fois un comité directeur, mais pas d'adhérents. En revanche, l'AIMI est une association. Donc, elle a des adhérents qui peuvent, d'ailleurs, on peut adhérer pour un coût modique par an et on peut recevoir le bulletin, on peut avoir une réduction pour les conférences. Donc, c'est ça la fonction de l'AIMI, c'est de faire ce que la fondation ne peut pas faire, qui est de contacter ce public et d'offrir un certain nombre de choses pour ce public en échange d'une adhésion. Bon, c'est bien tout ça. Alors, on va repartir en musique, toujours avec Pauline Croze, et on se retrouve juste après sur l'antenne d'IDFM. Alors, IDFM 98 de la bande FM, Radio Anguin, la radio où on se sent bien. On parle de métapsychisme ce soir. C'est un peu dur à dire avec Johar Sihamed. Johar Sihamed, quand est-ce que vous êtes intéressé à ces phénomènes? Et comme la plupart des personnes qui sont intéressées à ces phénomènes-là, enfin, je dis la plupart, pas tous, d'abord à la suite de phénomènes personnels qui m'ont posé question quand j'étais enfant et ado. Et puis ensuite, je me suis intéressée plus directement à l'étude de ces phénomènes, à la question de ces phénomènes, lorsque j'ai travaillé avec des patients psychotiques en hôpital psychiatrique. Et qui m'ont, peut-être parce que j'étais prête aussi à les entendre, je sais pas, mais qui m'ont de temps à autre vraiment secoué sur mes bases en me racontant des choses que je venais de vivre. Notamment, je me souviens d'une fois où je venais en voiture pour aller à l'hôpital dans lequel je travaillais, à l'hôpital psychiatrique, et j'ai crevé. Évidemment, comme je ne savais pas changer de pneu, il a fallu que j'attende qu'on m'aide. Donc, j'ai raté la consultation que j'avais avec un patient donc psychotique, c'est-à-dire qu'il y a des gros problèmes mentaux. Et quand je suis arrivée, cet homme est passé à côté de moi extrêmement en colère en me disant « Oui, on préfère s'occuper de sa voiture plutôt que de venir à son rendez-vous. » Alors ça m'a vraiment secouée, et à ce moment-là, je me dis « Bon, il faut que je regarde un petit peu ces phénomènes-là qui se sont répétés, etc. » Et dans le même temps, j'ai pu contacter l'IMI par un concours de circonstances extraordinaires. J'ai pu contacter l'Institut Métapsychique. Et le directeur de l'époque, qui s'appelait Hubert Larcher, m'a proposé de rencontrer un homme qui s'appelait Henri Marcotte, qui faisait des groupes d'entraînement à la télépathie.
dans Paris. Ça m'a semblé extrêmement curieux qu'on fasse des groupes d'entraînement à la télépathie. Et c'est à partir de là, donc, j'ai été dans ces groupes, j'ai enregistré, et ça a été le début de ma thèse, qui est articulée parapsychologie et psychanalyse. Oui, puis comment ce livre aussi qui était développer son intuition, même quand on a l'esprit fermé, qui a beaucoup eu de succès. Alors, est-ce que les schizophrènes, quelque part, ils sont pas en relation avec un monde invisible, un au-delà Je sais pas s'ils sont en relation avec un monde invisible. Tout dépend des interprétations qu'on peut en faire. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'ils ont moins de défense que nous autres, ce que j'appelle les névrotico-normaux que nous sommes. Et donc, les informations qui transitent par eux sont rejetées immédiatement, sans qu'ils soient filtrés comme nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons un certain nombre de filtres qui vont faire que les perceptions que nous avons vont passer un certain nombre de barrages et peut-être ne même pas passer les barrages pour arriver à la surface de notre conscience. Chez les schizophrènes, il y a quelque chose d'une espèce de jet. Ils entendent des voix quand même. Oui. Ils entendent des voix, c'est-à-dire ils les entendent et ils les rejettent pas, c'est-à-dire ils voudraient pas les entendre. C'est ça que je veux dire. Et c'est bien que je parlais tout à l'heure de parapsychologie clinique, c'est bien l'une des à la fois des richesses et des difficultés dans l'appréhension de ces phénomènes lorsqu'ils débordent les sujets en parapsychologie clinique, c'est qu'il y a en fait un continuum entre une position ou entre des phénomènes allégués qui sont plutôt délirants, entièrement ou en partie délirants, et des phénomènes qui arrivent chez des personnes qui ne sont pas des délires. Donc il y a tout un continuum et tout le travail consiste à faire la bipartition entre ce qui est de l'ordre du délire et ce qui est de l'ordre d'une expérience qui, même si elle bouleverse le sujet, est importante. À propos des voix, il y a d'ailleurs tout un mouvement, une création d'associations dont il y a aussi une branche en France qui s'appelle l'Association des entendeurs de voix, qui justement milite pour écouter ces personnes qui entendent des voix et qui ne relèvent pas de la psychiatrie. Et donc ça fait partie aussi des personnes qui viennent consulter en parapsychologie clinique. Ces personnes, par exemple, peuvent être bouleversées par cela. Elles peuvent se retrouver en psychiatrie. Elles sont traitées en psychiatrie. Et effectivement, leur angoisse diminue avec le traitement. Leur sommeil revient avec le traitement. Mais les voix, dans ces cas-là, sont toujours là. Donc c'est un signe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une expérience qu'il faut écouter autrement et qui ne relève pas de la psychiatrie. Donc les gens qui viennent en parapsychologie clinique, il faudra, en général, ne relèvent pas de la psychiatrie, bien que il y en ait certains qui puissent relever de la psychiatrie. Ce serait intéressant de faire une émission avec cette association des entendeurs de voix. Ça serait vraiment intéressant. Oui. Alors, on va se poser la question de savoir pourquoi aller à ce centenaire de Limy, ce siècle de métapsychique. Quel est l'intérêt d'aller à ce congrès le 7 juillet en français? Déjà, l'intérêt, c'est par fidélité à toutes ces personnes qui ont travaillé. Je parle pas de nous, l'équipe des 20 dernières années, mais de voir tous ces grands noms qui ont travaillé envers et contre tous pour ces phénomènes-là, qui ont publié, qui ont écrit, qui ont maintenu une revue métapsychique régulière jusque dans les années 90. Là, actuellement, on reprend les choses. Déjà, pour savoir que les phénomènes paranormaux, même s'ils sont décriés ou s'ils sont considérés comme des histoires de bonnes femmes, comme on dit, sont en fait un sujet extrêmement intéressant, sur lequel se sont penchés des gens de grande qualité intellectuelle, de grande qualité scientifique, de grande probité intellectuelle, qu'il y a des centaines et des centaines de travaux qui sont publiés même dans les revues mainstream, comme on dit, qu'il y a aussi que ce sont des phénomènes qui touchent la psyché dans son intégralité et qui ne peuvent être abordés que de façon pluridisciplinaire. Et d'ailleurs, le comité directeur de l'IMI est un comité pluridisciplinaire. Il y a des physiciens, des ingénieurs, des psychiatres, des psychologues, des médecins, des ingénieurs, j'ai dit des ingénieurs, et des tas d'autres, des sociologues, des philosophes. Donc des gens qui viennent de tous les milieux, car ces phénomènes-là qui ont à voir avec
l'invisible, voilà, qui ont à voir avec l'humain, qui ont à voir avec les capacités humaines et les capacités de cette conscience dont on va parler le jour le 7 juillet, qui ont à voir avec la conscience et les capacités que la conscience peut avoir lorsqu'elle est en état dit modifié, c'est-à-dire quand la conscience ouvre et change ses modalités de fonctionnement. Et bien rien que pour ça, c'est très important de savoir que ça existe et que on peut les écouter, qu'on peut y travailler, qu'on peut apporter comment on peut dire ça, qu'on peut apporter sa vision des choses, qu'on peut apporter son expérience et qu'on peut même y travailler. D'où l'intérêt de se rendre le 7 juillet à à l'Institut Métapsychique, enfin au FIAP, rue Cabanis, mais on peut s'inscrire sur le site de l'Institut Métapsychique pour cette journée francophone et si on parle anglais pour les 3 journées anglophones. De toute façon, vous tapez IMI centenaire et vous allez tomber dessus. IMI, IMI. Alors, il y a aussi pour les anglophones, on le rappelle, du 4 au 6 juillet, un congrès en anglais ouvert à tout public, un peu onéreux quand même, mais c'est vraiment pour ceux qui parlent bien l'anglais. Et oui. Puis, cette exposition du 2 au 3 août à la galerie Art Absolument, 11 rue Louise Weiss, dans le 13e, avec le 2 juillet... l'inauguration, le vernissage de juillet. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Est-ce que vous êtes parti sur un autre livre? Vous êtes en train d'écrire un dernier livre? Moi-même, oui, je suis partie sur plusieurs livres. Donc, il va falloir que j'en termine au moins un. Donc, il y a un livre qui est, nous terminons avec Gérald Leroy-Terquem, un manuel sur le travail de respiration, sur la transe, sur l'utilisation de la transe, qui soit plus spécifique que les processus de guérison. Et je suis en train de travailler un peu sur certains personnages, justement, de l'Institut Métapsychique. Pour le moment, c'est un peu à l'état de friche. Voilà. C'est-à-dire de refaire une sorte de biographie de tout ce qui a été Pas là. De tous, mais de personnages qui m'ont intéressé. Enfin, c'est un projet. Il y a aussi un ouvrage sur les liens entre la conscience, c'est-à-dire j'aimerais bien les liens entre la conscience et le monde. Hein. C'est un peu vaste comme sujet, mais c'est qui irait au-delà de pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles et qui serait peut-être plus grand public que ce livre-ci. Pour une psychanalyse des expériences exceptionnelles, c'est chez l'Harmattan. En général, chez l'Harmattan, c'est toujours un peu ardu. Hein, mais c'est pas très ardu chez moi, mais c'est quand même il faut s'accrocher, il faut lire un peu, mais il y a des cas cliniques qui se lisent très facilement, qui permettent de comprendre de quoi on parle, qui permettent de comprendre ce que sont les phénomènes et comment est-ce qu'on peut les aborder. Comment on peut les étudier, comment on peut les intégrer par rapport à son histoire. Vous avez un cas à nous raconter, un phénomène? Celui qui vous a le plus marqué? Celui qui m'a le plus marqué, c'est l'histoire de 2 personnes qui décident d'acheter un appartement. Et donc, ils signent la promesse de vente. Mais la promesse de vente ils avaient fait une avance, mais l'avance ne pouvait pas être rendue si la promesse de vente était rompue. C'était autour du mois de mai, de la fin mai, ou du début mai, et tout à coup, au moment où ils devaient signer le truc définitif, quelques jours après, début mai, et ils sont appelés par leur notaire qui leur dit il y a un problème, ça suffit pas, la banque demande une hypothèque. Donc l'homme du couple avait une maison en grande banlieue et il fallait avoir un truc de non-hypothèque de la maison pour pouvoir qu'elle soit hypothéquée par la banque. Le notaire dit c'est trop tard, demain c'est férié, vous pourrez pas l'avoir, c'est impossible de l'avoir. Donc le monsieur dit à sa femme pas de problème, j'y vais, reste ici, c'est pas la peine qu'on y aille à 2, je vais tenter le coup pour le coup. Il était un début d'après-midi. Donc c'est à peu près, une 60aine de kilomètres. Et sa femme s'en va pour prendre le métro. Et puis tout à coup, elle se retourne, elle dit comme si j'avais été tirée par quelqu'un, par quelque chose, par quelqu'un, peu importe. Elle revient, elle ouvre la porte de la voiture, elle dit je viens avec toi. Et le monsieur dit mais non, c'est pas la peine, c'est pas la peine qu'on soit 2 à
a peiné dans cette expérience. Et elle insiste, non, je viens. Et donc, ils voulaient la partie avec l'idée que de toute façon, non seulement ils perdaient l'appartement, mais ils allaient perdre l'argent. Etc. C'était vraiment une situation décrite comme étant très difficile. Quand ils arrivent, c'était l'inspection des impôts, quelque chose comme ça, où ils devaient aller retirer ce papier d'hypothèque. Et donc, le monsieur va vers la banque d'accueil, il discute, commence à présenter sa requête auprès de la dame. Et puis la femme, tout à coup, elle s'écarte et elle voit de loin une tache rouge qui lui fait signe. Une tache rouge. Une tache rouge. Elle voit une forme rouge qui lui fait signe. Alors elle s'approche et elle se rend compte que c'est bien elle qu'on appelle. Alors elle dit, elle s'approche, mais l'autre lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu fais là? Mais moi je travaille là, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, écoute, voilà, j'ai un gros problème. Pendant que le mari était en train d'essayer de vendre sa sauce à la dame de l'accueil. Et la dame lui dit, voilà, j'ai vraiment un gros problème. Elle lui raconte l'histoire. Et la dame lui dit, écoute, t'as de la chance. C'est une amie à elle qui l'avait reconnue. Qui l'avait reconnue, mais qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 15 ans. Et elle savait pas qu'elle travaillait là. Et qui l'avait reconnue, quand même. Et qui lui fait son papier. Ils reviennent chez le notaire qui n'a jamais cru qu'il n'y avait pas eu un passe-droit ou quelque chose. Et voilà. C'était une histoire extraordinaire. Donc, vous posiez tout à l'heure la question de savoir pourquoi il faut venir aussi à ce type de journée. C'est que c'est important à certains moments d'écouter cette petite voix intérieure. Sans se prendre pour un fou. Voilà. Qui vous met sur une voie. Donc, revenez à cette journée du 7 juillet, vous tapez IMI centenaire, et puis il y aura toutes les informations, ou aller à le 2 juillet aussi dans cette galerie. C'est intéressant de voir ce qui se passe à la galerie Art Absolument. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour finir juste cette émission? Pour finir, on vous attend nombreux, comme on dit dans ces cas-là. Et j'espère que j'ai pu donner envie aux personnes qui nous écoutent de venir à l'IMI, de découvrir aussi l'Institut métapsychique et aussi de découvrir cette bibliothèque dont vous parliez tout à l'heure, évidemment sur rendez-vous, et qui montre la bibliothèque, la revue métapsychique, le nombre d'articles extraordinaires qui ont été produits en France, en français, et qui donnent une idée de l'importance de l'étude de ce sujet, de la métapsychique. Voilà ce que je voudrais dire en fin d'émission. Bon, on vous retrouvera prochainement pour votre livre sur la conscience humaine en relation avec la conscience du monde. Voilà. J'espère que je l'aurai fini d'ici là. Oui, est-ce que vous pensez qu'on est dans une grande conscience c'est qu'une grande conscience et qu'on n'est qu'un petit moment, un petit morceau de toute cette conscience? Tout dépend de quel point de vue on se situe. Je peux vous répondre oui et non. Oui, évidemment, quand on a des expériences de ce type, des expériences métapsychiques ou parapsychologiques, on se rend bien compte que il y a autre chose que la conscience habituelle, ce qu'on appelle la conscience vigile, la conscience qui fait que je sais qui je suis, je sais qui vous êtes, et que nous savons où nous sommes, et qu'on sait comment on s'appelle. Bien, mais que dans certains états, dans des états d'ouverture du champ de la conscience, nous avons une relation complètement différente, élargie, augmentée avec l'environnement, avec les autres. Et donc on se rend compte que la conscience, c'est quelque chose qui dépasse, évidemment, on le sait aujourd'hui depuis longtemps, c'est même une tarte à la crème, ce que je suis en train de dire là, qui dépasse l'ici et maintenant de notre conscience vigile. Merci Djawar Si Ahmed, rendez-vous le 7 juillet 2019. Merci beaucoup d'être venu à l'antenne d'IDFM, merci.